Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Vous écoutez la troisième et dernière partie de l'épisode consacré au glaucome avec le professeur Antoine Labbé. Dans cette partie, nous aborderons le traitement médical et physique du glaucome. Camille posera les traditionnelles questions du patient au professeur Labbé et celui-ci nous dira ce que l'on peut attendre de l'avenir pour la prise en charge du glaucome. Quel traitement médical mettez-vous en première intention ? Alors le choix, comme je l'ai dit avant, la décision de traiter, c'est une décision difficile. Il ne faut pas prendre à la légère parce que lorsqu'on traite un malade, on le traite à vie. Et donc c'est une décision importante qu'on peut toujours reculer de quelques mois pour refaire d'examen pour s'assurer qu'il est réellement important de traiter le malade. Je ne peux pas me donner une règle simple sur le traitement de première intention, ça va dépendre de chaque patient. Si le patient il vient et que c'est un patient qui a des très beaux yeux bleus, il sera peut-être pas enclin à ce qu'on démarre sa prise en charge par une prostaglandine. Si à l'inverse, c'est un patient qui est asthmatique, il préférera évidemment qu'on lui mette une prostaglandine. Et puis vous savez aujourd'hui qu'on a le SLT, la trabéculoplastie oulaire selecta, qui a pris une place très importante, même en première intention. Donc aujourd'hui en première intention, je me pose la question. Je dois dire que quelques années en arrière, j'aurais été automatiquement sur un colir, bêta-bloquant ou prostaglandine. Aujourd'hui, systématiquement, je me pose la question du SLT. Parce que lorsqu'on regarde les résultats des publications, on s'aperçoit qu'en termes de risque de chirurgie, de risque d'évolution, le SLT est probablement supérieur dans certains cas au colir. Donc aujourd'hui, le SLT a sa place et donc j'hésite. Voilà, je choisis, je discute avec le patient en fonction du stade auquel il est diagnostiqué aussi, ça c'est important, entre un traitement médical et du laser. Parfois même de la chirurgie, en sachant que c'est toujours dur de commencer directement par la chirurgie. Je pense que cette phase d'apprentissage entre le docteur et le patient avant un geste chirurgical est importante et donc je commence quand même très souvent par un traitement médical ou laser avant d'aller plus loin. Pour la réalisation du SLT, est-ce que vous réalisez 2 séances par œil en faisant un hémiméridien à chaque fois ou est-ce que vous faites la totalité du SLT sur un œil en une fois ? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que ça dépend du type d'activité qu'on a. Dans la fameuse étude Light où on a justement analysé le laser SLT en première intention dans la prise en charge de l'hypertonie du glaucome, il faisait 360 degrés. Et il se posait pas de questions, et il n'y avait pas d'hypertonie majeure. C'est vrai que moi, j'ai tendance à faire 360 degrés parce que ça ne me fait faire que 2 séances pour le patient. Après, certains font 2 séances par œil, voient le malade 4 fois. Ça dépend comment on est organisé. Je pense qu'il n'y a pas de règle stricte. Il faut voir la manière la plus simple. C'est vrai que moi, dans ma pratique, je fais 360 degrés d'emblée. Juste une petite précision. Les patients qui ont pourquoi est-ce qu'on a plutôt tendance à faire 180 plutôt que 360? Parce qu'en fait, on a décrit des risques d'hypertonie oculaire liés au laser. Ça, c'est très vrai lorsque l'angle est très pigmenté. Donc, quand un angle est pigmenté, on peut être amené effectivement à faire des séances avec moins d'énergie et peut-être moins de surface de manière à éviter ce risque-là. Mais chez un sujet qui a un angle normalement pigmenté ou peu pigmenté, je pense que 360 degrés d'emblée, c'est tout à fait faisable. Et est-ce qu'il est possible de faire plus d'une séance de SLT sur 360 degrés ? Oui, on refait. Alors, la première question, c'est de savoir est-ce que ça a fonctionné. Si le laser a fonctionné, combien de temps ? Effectivement, on peut le refaire. Si le laser n'a rien fait, dans justement l'étude Light et Gus Gazard, qui est l'ophtalmologiste du Moorfields, qui a beaucoup travaillé sur le laser justement à la suite de cette étude, lui, il refait, si ça n'a pas fonctionné, il refait au bout de 3 mois, et il dit qu'avec des résultats qui sont pas inintéressants, avoir des baisses plus importantes que s'il avait obtenu la première fois. Donc je pense que le SLT, on apprend encore sur le SLT. Je pense que la place du SLT dans la prise en charge du glaucome a beaucoup évolué ces dernières années, voire ces derniers mois, et c'est encore évolué à changer. Certains maintenant font des séances de SLT avec très peu d'énergie et refont des séances régulières pour contrôler la pression en fait de manière permanente en faisant des séances à très faible énergie des SLT et avec des résultats qui sont pas du tout inintéressants. Donc je pense que le SLT, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur le SLT et on sera peut-être amené à en faire beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Le SLT, vous l'utilisez en première intention, et puis après, vous pouvez l'utiliser après une monothérapie ou une bithérapie en complément. C'est comme ça. Tout à fait. Le SLT, c'est vraiment la goutte qu'on voudrait mettre, mais sans mettre une goutte. Donc, on peut utiliser en première intention, on peut utiliser en deuxième intention. Un patient qui est sous une monothérapie, qui tout d'un coup monte sa tension, on peut lui faire du SLT. Un patient qui est sous bithérapie,
voire trithérapie avant un traitement chirurgical, ou parce que un patient qui était sous bithérapie, par exemple, on le met sous trithérapie, tout d'un coup, il développe une intolérance. Probablement, on a dépassé un effet de seuil au niveau de sa surface oculaire. En faisant le SLT, on va pouvoir réduire probablement une goutte. Donc le SLT, c'est vraiment à sa place à tous les stades. La seule chose, c'est que le SLT marchera d'autant mieux que il y a eu moins de traitements, et ça, l'équipe du professeur Rodard l'avait montré. D'ailleurs, l'efficacité du SLT est moins importante chez les gens qui ont eu des multiples thérapies pendant des années par rapport à quelqu'un qui serait naïf de traitement. Donc, il faut se dire que voilà, plus il y a eu des traitements, moins le laser est probablement efficace. Est-ce qu'il y a un âge plus favorable pour réaliser le laser SLT ? Il n'y a pas réellement d'âge plus favorable. C'est sûr que chez un malade très âgé qui a déjà eu beaucoup de traitements, on sait qu'il sera probablement moins efficace. Il sera plus efficace chez un sujet plus jeune qui aura eu moins de traitements. Après, face à des glaucomes juvéniles où le mécanisme est un peu différent, c'est vrai que la SLT marchera probablement moins bien. Si l'on revient sur les traitements médicaux, en cas d'inefficacité, par exemple, avec une monothérapie, est-ce que vous allez changer de classe thérapeutique ou passer sur une bithérapie ? Alors, quand on parle d'inefficacité, il faut savoir ce dont on parle. Chaque médicament, chaque classe de médicaments a une baisse en pourcentage qu'on peut attendre. Bêta-bloquant va 25%, prostaglandine 30-35%. C'est sûr que si vous mettez une goutte de prostaglandine et le malade il baisse de 30%, mais que vous trouvez que c'est pas suffisant, ça sert à rien de mettre une autre prostaglandine parce que vous changerez pas, et à ce moment-là, il faut aller vers une bithérapie. Si par contre vous mettez un médicament et vous n'atteignez pas la baisse que vous êtes censé obtenir, à ce moment-là, ça vaut l'intérêt de switcher pour un médicament de la même classe, une autre prostaglandine, parce qu'on peut ne pas être, on n'est pas forcément répondeur à une prostaglandine, et on n'est pas forcément répondeur de la même manière à toutes les prostaglandines. Donc c'est ça, il faut se dire, voilà, quelle est la pression que je souhaite avoir, quelle est la pression cible que je me suis fixée. Si effectivement cette pression cible, elle est plus importante que ce que je peux obtenir avec le médicament, à ce moment-là, c'est sûr, avec la classe médicamenteuse, c'est sûr qu'il faut mettre une bithérapie plutôt qu'une monothérapie. Il vous arrive de débuter immédiatement par une bithérapie quand la pression est très élevée ? Lorsque la pression est très élevée ou le stade du glaucome, souvent ça va ensemble, le stade est évolué, on peut aujourd'hui commencer par une bithérapie. L'inconvénient de ça, c'est qu'on ne saura pas si le malade est répondeur ou pas à tel ou tel médicament. Puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est pas forcément répondeur à une prostaglandine ou même à un bêta-bloquant. Quand on met deux d'emblée, si ça fonctionne pas, ou pas bien, on ne saura pas. C'est le seul inconvénient. Mais c'est vrai que sur un sujet avec une pression élevée où on se dit, si je baisse de 30%, de toute façon, j'atteindrai pas la pression que je souhaite, à ce moment-là, on peut tout à fait aller une bithérapie d'emblée. On a parlé de la mono, de la bithérapie. Est-ce qu'il est possible de rester en trithérapie ou long cours ? Aujourd'hui, on a quand même des médicaments qui sont de mieux en mieux tolérés, avec des formulations qui sont faites sans conservateur. Et je dois dire que trithérapie, c'est-à-dire une association fixe par contre plus un autre collier, on a des patients qui restent très longtemps avec ce genre de traitement et qui peuvent être parfois bien tolérés. Certains d'autres le toléreront pas et devront aller plus vite vers autre chose. Après, je pense qu'effectivement, quand on passe vers 4 molécules, là, ça devient la durée est souvent très très courte. Je voudrais dire aussi que ça dépend aussi des molécules. Quand même, dans la tolérance des collyres, il y en a certains qui sont plus ou moins mieux tolérés que d'autres. Je dois dire que la brimonidine est probablement le traitement qui est le moins bien toléré de tous. Il est d'autant moins bien toléré qu'on l'ajoute aux autres. Et donc, il faut être très très prudent lorsqu'on utilise ce type de médicament en 4e médicament ou en 3e médicament. C'est là où souvent les intolérances arrivent et l'inflammation de la surface oculaire arrive avec des conséquences qui sont parfois simplement la montée de la pression et des conséquences sur les chirurgies futures. J'ai cette notion que les alpha-agonistes peuvent perdre de l'efficacité au cours du temps. Est-ce que c'est vrai ? Alors c'est vrai, mais ça dépend de quel alpha-agoniste on parle. C'est vrai que on utilise nous en pratique au long cours la brimonidine parce que justement elle a été choisie parce qu'elle n'avait pas cet effet de tachyphylaxie, c'est-à-dire de perte d'efficacité avec le temps. Alors que si on prend par exemple la iopidine, qui est un autre alpha-2 agoniste, effectivement la iopidine perd très rapidement de son efficacité. C'est pour ça que c'est un médicament en général qu'on utilise en post-laser ou après un geste pour faire baisser rapidement la pression intraoculaire, ça fonctionne bien, mais qu'on va pas donner au long cours, parce qu'au long cours il perdra de son efficacité. Alors, si on parle des traitements qui ne font pas baisser la pression intraoculaire, je pense notamment au traitement de neuroprotecteur. Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que vous arrivez d'en prescrire et dans quelle situation ? Alors, personnellement, j'en prescris pas, mais je sais que j'ai d'éminents collègues qui en prescrivent. Il n'y a pas de traitement neuroprotecteur qui aujourd'hui a prouvé son efficacité dans des essais cliniques chez l'homme. Il y a plein de traitements neuroprotecteurs qui fonctionnent très bien sur la souris de laboratoire, mais qui n'a malheureusement pas montré son efficacité chez l'homme. Donc, comme je sais que plus il y a de traitements, moins ils sont pris,
je rajoute pas de médicaments qui risqueraient de faire qu'ils prennent moins bien le traitement que j'ai prescrit initialement. Il faut savoir que dans le glaucome, le meilleur traitement neuroprotecteur, c'est de faire baisser la pression intraoculaire et qu'il n'y a pas d'autre traitement qui a réellement prouvé une efficacité équivalente. Donc moi, personnellement, je ne le donne pas. Je sais que certains confrères donnent des médicaments, des compléments alimentaires. C'est vrai que c'est plus à visée compassionnelle chez les patients qui ont des glaucomes extrêmement sévères, qui se dégradent malgré tout, alors que la pression est constante. Et donc, c'est vrai que ça peut être redonner, entre guillemets, le moral ou aider le patient à traiter. C'est vrai que moi, personnellement, je ne le fais pas. Dans quelle situation utilisez-vous du Diamox ? Alors, j'utilise le Diamox lorsque les traitements que j'ai à ma disposition ne fonctionnent plus. Donc, je veux dire que le Diamox m'est très utile. Plusieurs situations, le patient en attente d'un traitement chirurgical avec une pression qui n'est pas contrôlée, un patient qui a une pression très forte où je sais que le collier va mettre du temps à agir, il faut que je fasse baisser vite la pression intraoculaire, un patient qui a une intolérance majeure avec une surface oculaire qui ne tolère plus aucun traitement, le Diamox me permet de faire entre guillemets un wash-out des colliers pour remettre une surface oculaire d'aplomb et reprendre après des traitements, faire un laser. Donc le Diamox a toute sa place. C'est vraiment un traitement qu'on utilise, même parfois au long cours. C'est vrai que nous, les ophtalmologistes, on est toujours un peu inquiets à utiliser le Diamox. Moi, j'ai discuté avec mes amis neurologues dans l'hypertension intracrânienne. Ils utilisent des doses bien supérieures aux nôtres pendant des décennies, sans problématique, si on contrôle bien la fonction rénale et aussi le bilan sanguin, parce qu'on peut avoir des anémies, des modifications du bilan sanguin liées à la prise de Diamox. Donc, c'est vraiment un instrument utile au quotidien, le Diamox. En tout cas, quand on prend des glaucomes sévères, en charge sévère comme les miens. C'est le moment de passer aux questions du patient. Camille a des patients qui ont toujours de nombreuses questions. Je cède la parole. Oui, professeur Labbé, on a souvent en consultation des patients qui nous demandent est-ce qu'il y a un lien entre hypertension artérielle et hypertension oculaire ? Alors, c'est vrai que les questions du patient, c'est toujours intéressant et il faut pas se tromper. Parce qu'il faut pas oublier que le patient pose la question, puis il peut aller regarder sur Internet une éventuelle réponse. Et donc, il faut faire une réponse suffisamment simple pour qu'elle soit comprise par le patient, mais pas trop simpliste parce que le patient, quand pose la question, il attend une explication. Il n'y a pas de lien direct entre hypertension artérielle et glaucome. Il y a un petit lien entre hypertension artérielle et pression intraoculaire. Si, par exemple, on fait un pic d'hypertension artérielle, on a une pression qui monte un petit peu, mais très peu, et pas suffisamment pour entraîner un glaucome. C'est assez logique, parce que la pression dans l'œil, c'est un mécanisme qui est lié à l'ultrafiltration de l'humeur aqueuse. Et donc, forcément, si tout d'un coup, j'ai un débit énorme dans mon corps ciliaire, je vais avoir un peu plus d'humeur aqueuse. Mais ça compte pour des variations, on va dire, de millimètres de pression intraoculaire. Donc, ça ne suffit pas à donner un glaucome. Donc, il n'y a pas de relation entre hypertension artérielle et glaucome. Néanmoins, on sait que l'hypotension artérielle a un risque d'aggraver un glaucome. Et donc, c'est pas l'hypertension, c'est l'hypotension artérielle. Mais quand est-ce qu'on peut avoir des hypotensions artérielles ? Lorsqu'on traite trop des patients qui ont une hypertension artérielle. Donc, il faut faire attention chez les hypertendus traités à pas entraîner d'hypotension artérielle nocturne. Ça ne donnera pas un glaucome, mais ça risque d'aggraver éventuellement le glaucome chez un patient. Vous voyez, la réponse, elle est complexe. Je pense qu'on peut dire au patient, il n'y a pas de lien direct, mais dans certains cas, le traitement de l'hypertension artérielle ou l'hypertension artérielle peut avoir une relation. Alors, on a souvent aussi en consultation des patients qui nous demandent « Ah, docteur, mais j'ai combien aujourd'hui de tension ?»« Ah, j'ai 16, mais c'est beaucoup, non ?» Alors, ça vient pas du patient lui-même, ça vient probablement de l'ophtalmologiste qu'il a vu avant, qui lui a dit « Ah, vous, il faut que vous soyez toujours en dessous de 12. » Et donc, le patient, quand après on lui trouve 15 ou 16, on est bien malheureux de lui dire 15 ou 16, alors que nous, on est très content qu'il ait 15 ou 16, mais le patient est très déçu de ne pas avoir les 12 qu'il avait avant. Ça intervient un peu dans la notion de pression cible. Finalement, c'est quoi la pression cible ? C'est la pression qui fait que le malade progresse le moins vite possible pour le malade donné. La pression cible pour un sujet âgé peut être beaucoup plus haute que un sujet jeune, parce qu'on sait très bien qu'il ne développera pas d'atteinte sévère. Donc, il faut avoir cette notion cible en tête, peut-être pas donner au patient une valeur, mais peut-être donner au patient un espace de valeur. Idéalement, votre pression doit être entre temps et temps, parce que ça permettra d'éviter justement cette crainte du patient quand il est juste au-dessus de sa valeur, et de savoir qu'il faut qu'il soit à peu près dans cette zone. Ça permettra de rendre la relation avec le patient plus agréable. Et puis rappeler au patient qu'une tension normale, en général, c'est une tension en dessous de 20, et que s'il a juste 20, il n'est pas non plus à 3 fois la normale, il est juste dans les limites de la normale. Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est l'avenir de la prise en charge des patients glaucomateux, en tout cas médicalement ou dans le diagnostic ? Alors, la prise en charge du glaucome, elle fait énormément de progrès, elle en fait tous les jours.
Si on revient, on va dire 10 ans en arrière, personne utilisait l'OCT. Avec 15 ans en arrière, personne parlait de l'OCT pour suivre le glaucome, on avait que le champ visuel. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on a l'OCT, on a des outils qui analysent la progression en OCT, on a le champ visuel, on a des outils d'analyse de la progression du champ visuel. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc déjà, là, il y a des progrès et il continue à y avoir des progrès. Il est certain que l'intelligence artificielle va être intégrée dans ces appareils pour nous aider justement à repérer les malades qui progressent trop vite pour justement majorer le traitement. Donc il y a toute une partie d'évolution, de futur, de nouveautés qui vont concerner le diagnostic, la surveillance avec ces appareils. Et ça, c'est passionnant parce que si on peut dépister le patient plus tôt, si on peut repérer une progression plus tôt avant qu'elle arrive ou mieux la quantifier, on va pouvoir mieux traiter le malade. Et c'est évident que là-dessus, l'intelligence artificielle va nous aider. En ce qui concerne les traitements, il y a des progrès à tout niveau. Le progrès, ça pourrait très bien mettre un traitement qui se mettrait une fois par semaine au lieu de mettre un traitement qui se met tous les jours. Donc, aller vers des médicaments efficaces plus longtemps, mieux tolérés. Voilà, on a la révolution du sang conservateur. Ça, c'était une révolution pour les patients. Mais probablement qu'on va aller encore vers des médicaments mieux tolérés, des formulations plus adaptées, je dis, qui vont permettre de mettre moins de traitements. On voit aujourd'hui arriver des traitements où le traitement serait injecté dans l'œil, par exemple. Alors, ça mérite encore des analyses, mais il va arriver probablement dans les années qui viennent des petits systèmes qui vont être implantés dans le trabéculum, qui vont relarguer du principe actif et qui seront changés peut-être tous les ans, tous les 2 ans, voire plus. Et donc ça, c'est vraiment un réel progrès. Améliorer la délivrance des médicaments, la tolérance des médicaments. Et puis, le grand sujet, c'est la neuroprotection. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de médicament qui a été prouvé scientifiquement sur des vastes études cliniques qui est neuroprotecteur. C'est un problème parce que quand on prend en charge le glaucome, finalement, quand on traite en faisant baisser la tension, on ne traite qu'un facteur de risque. On l'a vu au départ, le glaucome, c'est quoi ? Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique. On n'a aucun médicament actuellement qui cible la maladie, la dégénérescence du nerf optique. Et c'est ça la neuroprotection, c'est avoir des médicaments qui ne ciblent plus de manière indirecte le nerf optique en faisant baisser la pression, mais qui ciblent directement le nerf optique en ayant un effet neuroprotecteur. Et là, il y a des essais en cours, notamment des vitamines qui ciblent certaines vitamines qui sont en cours aux US, aux États-Unis, avec des résultats qui sont assez intéressants. Et donc voilà, je pense que l'avenir du traitement du glaucome passera par ces médicaments neuroprotecteurs qu'on n'a pas malheureusement pour l'instant, mais qui vont certainement se développer dans le futur. Ça aurait pu être une question d'un patient. Est-ce que les patients pourront peut-être mesurer leur pression à domicile ou avoir des dispositifs ? Est-ce que vous avez quelques infos là-dessus ? Oui, j'aurais pu vous en parler aussi. Effectivement, dans le diagnostic, il y a OCT champ visuel, il y a aussi la mesure de pression intraoculaire avec des systèmes d'automesure qui commencent à se développer. Alors, ils sont encore assez chers, ils sont compliqués. C'est certainement certains patients très, très angoissés par leur pression qui vont se les acheter, tout en sachant que quand on mesure la pression, on mesure que quand même qu'un seul facteur de risque. C'est pas tout qu'on mesure. Voilà. Par contre, il apparaît des progrès aussi sur l'amélioration de l'observance avec des applications qui seront probablement rapidement disponibles pour les ophtalmologistes, qui vont permettre justement de suivre l'observance des patients, de pouvoir répondre à leurs questions. Voilà, le domaine des applications sur smartphone, tout ça fait d'énormes progrès. Et alors certes, c'est pas directement l'amélioration de la maladie elle-même, mais c'est l'amélioration de la prise en charge et de la surveillance avec des choses qui devraient pas tarder à arriver. À la fin de cette dernière partie, je retiens que débuter un traitement hypotonisant est une décision importante que l'on peut souvent reculer de quelques mois afin de s'assurer qu'il s'agisse bien d'un glaucome. Le laser LCT a sa place en première intention, que l'on peut traiter les patients sur 360 degrés lors d'une même séance, mais qu'il n'y a pas de règle stricte. Il faut être prudent si l'angle est pigmenté afin d'éviter une hypertonie dans les suites du laser. Le LCT fonctionne mieux chez les sujets qui sont naïfs de tout traitement hypotonisant. Concernant le traitement topique hypotonisant, l'inconvénient de débuter un traitement par une bithérapie d'emblée, c'est qu'il est difficile de savoir si le patient est répondeur ou non répondeur à une des deux molécules. Merci beaucoup, professeur Labbé, pour votre accueil ici au 15-20. Merci pour votre expertise, c'était passionnant. Merci, professeur Labbé, pour vos réponses très précises sur le diagnostic et le traitement du glaucome, en tout cas la partie médicale. Il y aura un prochain épisode sur le traitement chirurgical que nous n'oublierons pas, évidemment. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver au congrès d'hiver de la Société française du glaucome, qui se tiendra le 22 septembre à Lille. Oui, nous avons, avec la SFG, décidé d'organiser une journée d'hiver autour du glaucome angle fermé. Donc, sur une journée, le 22 septembre, vous saurez tout sur le glaucome angle fermé, le diagnostic, les traitements laser, les traitements chirurgicaux. Et donc, je vous encourage à venir y participer. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu,
laissez-nous un avis et partagez-le.